Allez, le podcast Sideline Basketball, la deuxième partie. On a eu le top 3 d'Eric Strulens, on a eu le top 3 de Duke Chomba. Et on a Astérix. maintenant. Oui, mais on va y revenir de ça, Obélix. Et on a maintenant celui de Benoît Peters. Voilà, mon top 3. Le numéro 3, il a déjà été cité, c'est le back-to-back de Didier Mbenga. Parce que, quoi qu'on en dise, que les mauvaises langues disent qu'il ne joue pas beaucoup, qu'il ne participe pas beaucoup au jeu, être 2 fois champion avec une franchise comme les Lakers en NBA, c'est tout simplement grandiose et respectueux. Alors mon numéro 2 qui n'a pas encore été cité, moi j'ai quand même, en tant que journaliste, j'ai beaucoup suivi Charleroi en ce début de saison. Et la victoire face à Madrid, donc on oublie évidemment le match retour. Non, on a bien précisé, Mais c'est l'épisode numéro 1. Qui a été le sommet de cette campagne. C'était non seulement la première victoire de la campagne en Euroleague, c'était face au Real Madrid, la première fois que le club rencontrait le Real Madrid, donc à ce moment-là, ça faisait à la fin de la partie 1-0 pour Charleroi. Et alors voilà, c'est un sommet, c'est un Spiroudome plein, c'est une atmosphère spéciale avec des gens qui viennent voir une grande équipe. Charleroi qui gagne ce soir-là, je pense que pour le basketball belge, c'est des soirées dont on a besoin. Et alors le numéro 1, je suis aussi joueur, mais pas au même niveau que Duke et Eric. Mais en tant que joueur, j'ai également mis les Lions, parce que je pense que voilà, participer, comme disait Eric, 17 ans après, à un Euro de basket, c'est quelque chose que je pense que tout passionné va vouloir suivre et le faire avec une équipe belge dans la compétition. C'est quelque chose qui amène du piment. Un commentaire, messieurs, par rapport à ce top 3? C'est vrai, toi, maintenant, parce que bon. Eh bien voilà, mais j'attendais que Benoît me tende la perche. Voilà, parce Et que... vous me l'avez tendu tous les trois. Et je profite de ton astérisque, parce que les droits que tu te donnes, tu dois les laisser aussi aux autres. Et moi, je vais mettre... Attends, ça c'est l'arroseur arrosé. Non, je pense qu'effectivement... Et voilà, je pense que l'événement de l'année, qui ne doit même pas être dans un top 3, c'est la qualification des Belgian Lions. C'est l'événement, tant historique. Médiatiquement, je regrette qu'il n'y ait pas vraiment eu de suivi. Peut-être que ça viendra. Il y a cette histoire aussi pour les passionnés de basket de savoir que ceux qui étaient finalement éliminés peuvent revenir avec des arrangements et tout. Mais moi, je garde une image de ce dernier match de qualification, l'ambiance qui régnait à Anvers, le match, le climat, l'environnement. J'ai suivi ça à la télé. J'étais pas sur place, mais j'ai vraiment été surpris. Moi, je rentrais de 2 mois au Sénégal, pour la petite histoire, mais pour dire que je m'étais totalement déconnecté. Je reviens, je vois ça du basket belge. Et tu vois ces 3 couleurs, hein, tu vois notre drapeau là. Non, j'avais des frissons. Les gens, l'enthousiasme et la victoire au bout, la joie, ce qui a été construit. Personnellement, ça me fait plaisir parce que j'aime bien le basket. Et je trouve que c'est un événement qui sort un petit peu d'un top 3. J'aurais été mal pour l'amener. Duke, merci. C'est vraiment sympa de m'avoir ouvert la porte. Tu peux retirer mon capuchon, je suis plus arrosé là. Non, tu peux. Et si la porte n'était pas ouverte, tu sais que je serais rentré par la fenêtre. Donc voilà, je le mets vraiment là aussi en avant-plan. Mais de toute façon, on l'aurait déjà compris. J'allais rien apporter de neuf à partir du moment où vous l'aviez en numéro 1. Alors, je vais faire le battement de tambour en 3. Bré. Bré. Ouais, parce que là aussi, par rapport à ce que Bré a donné au basket belge. Bon, ce qu'il a peut-être donné au basket belge et pas au fisc, ça c'est un autre problème. non, ce que je veux dire, voilà, moi, déjà, cette division 1 à 9, je trouve que ça va pas. Il manque vraiment quelque chose. Et chaque journée de championnat, et Dieu sait si elles sont nombreuses depuis quelques saisons, le fait de voir ces 9 équipes, le classement et tout, d'un côté, il y a quelque chose qui va pas. C'est clair. Moi, je veux au moins une 10e équipe. C'est pas que je préfère les chiffres pairs ou impairs, rien à voir avec ça, mais je trouve que c'est, au moins 10 représentants en division 1 belge. Et Bré, il a été champion quelques années plus tard, il y a ses problèmes financiers, il retombe, des erreurs ont été commises, c'est pas à moi d'aller voir ce qui s'est passé, mais c'est un regret. C'est un regret parce que Bré, pendant quelques saisons, a quand même apporté du relief au basket belge et a poussé aussi d'autres équipes à se remettre en question. Des ténors du championnat. Et je trouvais que ça, c'était une bonne chose. Et je suis content et quelques joueurs qui sont passés par Bré, qu'on sait où ils sont maintenant. Thor Fischer Madrid, t'as Jenkins qui se trouve à Berlin. Non, je dis, c'est... Et quand je vois Alost actuellement, c'est pour ça qu'une équipe d'Alost nous est sympathique, parce qu'elle joue elle rend la compétition meilleure, et le basket belge meilleur. Bon. Donc ça, c'est en numéro 3. En numéro 2, Didier Mbenga.
C'est vrai qu'on a eu la chance les 2 fois de partager le titre avec Didier. En plus de son titre, il y avait quand même eu 2 autres finales. Il a quand même joué 4 finals NBA. Une avec Dallas, une première perdue avec les Lakers. Tout ça sur 6 ans de carrière. Voilà. Et moi, je vais juste retenir une phrase. C'était des jeunes joueurs français qui sont arrivés en NBA avec d'autres arguments que Didier, qui était déjà reconnu, qui était davantage choisi, qui avait des références basket. Ils donnent tous le respect à Didier parce qu'il a été présent dans 4 finals. Et ils vont même jusqu'à lui demander des conseils. Ouais. Et aussi la presse californienne, je me souviens avoir parlé avec un journaliste radio, il ne savait pas qu'on était belge. Et moi, discrètement, je lui avais posé des questions de Didier Mbenga à l'époque où il y avait encore Chris Mim qui était un concurrent de Didier. Et eux préféraient Didier Mbenga. Et c'est vrai, on a beau le dire, mais tout ce qu'il a amené humainement et le fait qu'il a été reconnu là-bas et respecté là-bas, je trouve que c'est encore plus important que les bagues parce que tout le monde sait qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Mais voilà, je trouve que ça a sa place effectivement dans le top 3. Et puis en numéro 1. Ah ouais, mais là je vais surprendre. Je vais pas te surprendre toi. Oh non. C'est Spirou Real. Bien sûr. Spirou Real parce que bon, moi il y a un attachement particulier avec le Spirou qui date de mon enfance avec Mariembourg. Donc pour moi c'est sur la petite place là-bas. Non, mais sur la petite place. On n'enlève pas et je ne tiens pas à l'enlever d'ailleurs. Il y a une continuité même si les choses ont vachement changé. Moi chaque fois que je vais au Spirou Dome, c'est comme si j'allais à l'époque à Pêche, pour ceux qui connaissent l'époque de Mariembourg en D1. Il y a une part de nostalgie là-dedans. On vit tous avec. Faut bien l'équilibrer ou la doser, je ne sais pas comment dire. Mais là, j'ai eu la chance de fait d'assister au match. C'est quand même le grand Real. En foot, tu en parlais tout à l'heure, ils ont Mourinho. En basket, ils ont quand même Messina. Le succès du Spirou, et c'est vrai, c'est cette campagne d'Euroleague. Personne ne s'y attendait. Là, on a clairement parlé du Spirou. On a clairement parlé du basket belge. On a eu un grand match. La dernière fois que le Real était venu à Charleroi, c'était pour gagner la Coupe d'Europe, qui était organisée au Spirou Dome. Moi, j'ai franchement trouvé que c'était quelque chose pour le basket belge. Et c'est pour ça que dans les événements de l'année, dans le top 3, je l'ai placé en 1, tout en rappelant que le jeune Lions, c'était hors concours. Mais alors, pour revenir là-dessus, parce que justement, tu disais un petit peu plus tôt que le problème, c'était est-ce que les Lions, tu vois, le retour médiatique que les Lions ont eu. Bon, de l'autre côté, moi je dis c'est un petit peu leur faute. Et quand je dis leur faute, c'est pas les joueurs, logiquement. Mais je pense que réellement, quelle est la structure derrière ça? Quand on compare avec, par exemple, ce que les Spirou ont fait. Ok, les Spirou, ils ont battu le Real. Ouais, c'est bien, c'est mignon, c'est short. Non, pardon, c'est génial. Qu'on s'entende bien, c'est génial. Non, mais quand les Lions ont battu la France, il y a finalement eu plus de retombées. Parce que l'idée de... Pourquoi il y a eu plus de retombées? Parce que la France est beaucoup plus... Parce que les gens étaient venus voir Tony Parker. Mais c'est ça le problème. Dans les adversaires du Spirou, il n'y a pas de joueurs que le grand public connaît. Alors que là, avec TP, il y avait un people. Mais voilà, et sa femme, enfin son ex, ainsi de suite. Mais justement, pourquoi c'est pas dans les... Ça n'a rien à... Il est né à Bruges. Donc le divorce devait être dans le top 10. Oui, mais quand tu vas au Real Madrid, tu avais quand même 2 joueurs qui ont joué en NBA. Et un qui est drafté. Donc, je veux dire, ce match-là, Oui, mais le Real a une valeur pour le grand public parce qu'il y a le club de foot, comme les deux sont associés. D'une manière ou d'une autre, chaque déplacement du Real, je présume aussi de Barcelone, ça amène du monde. Bien sûr. Ça d'office, je me rappelle quand moi j'étais là, on allait jouer dans les, entre guillemets, les petits clubs d'Euroleague. La salle était full. D'une manière ou d'une autre. C'est bien ça. Tu n'as pas une équipe nationale que les Lions ont affrontée, et même il serait difficile de trouver une équipe nationale, si ce n'est le team américain, qui pour le grand public, je parle, va vraiment avoir une signification. Oui, mais pourtant, quand ils ont joué contre la Pologne, tu as un joueur qui a joué en NBA, tu as un autre qui est dedans. Ça reste confiné mais au voilà, basket, c'est parce que... Mais Renaud, parce qu'à la fin de la journée, le gros problème, et c'est ça que j'essaie de dire, le gros problème avec l'équipe nationale belge, c'est que on ne connaît pas, le grand public ne connaît pas ces joueurs belges. C'est ça le problème. Et ça c'est pas les joueurs. Quand on regarde la carrière, de tous ces gars-là. Hey, Thomas Van de Spiegel, c'est un monstre. Si c'était pas pour ce que Didier a fait en NBA, excusez-moi, mais ce que Van de Spiegel a fait, c'est finale d'Euroleague, c'est ci, c'est ça, c'est titres, c'est monstrueux. Mais le problème, c'est que le grand public belge, eux, ne connaissent pas. Est-ce réellement la faute des médias, cette fameuse QV 93? Mais jusqu'à aujourd'hui, on va demander au grand public. On va parler de d'ENF, Stas,
Goethals, Strulens, Jomain. Le grand public connaît ces gars-là. Ils connaissent encore cette génération qui nous avait amenés là-bas. On va prendre l'équipe nationale belge qui vient de nous qualifier là maintenant. Ben, le grand public ne connaît toujours pas les joueurs. Et c'est des détails. Rappelez-vous ce que je venais de dire justement en début de reportage. Je disais, oui, moi je me rappelle quand vous étiez qualifiés, j'avais ce petit... On recevait, tu vois, ce petit truc, ce formulaire, tu pouvais signer tous les joueurs, ainsi de suite. Même si pour moi, bah, c'était marrant parce que moi j'étais déjà avec eux. Moi je m'entraînais, je faisais des trucs. Mais tu avais... Il y a ce qui nous tue, nous, ici en Belgique, dans le sport, surtout dans le basket, c'est cette manque de glorification, de starification du joueur autochtone. On est en train de nous bassiner tout leur truc avec les Quinry qui viennent dans tous les sens. Traduction, les Quinry, les Américains qui viennent dans tous les sens. Mais de l'autre côté, je veux dire, mettez en avant du joueur belge. On n'est pas assez chauvin. Voilà. On n'est pas assez chauvin. Bon, moi, quand j'étais à Madrid, je faisais pas trop attention. Il y avait quelques journalistes qui venaient belges pour faire des reportages. Mais après, on sort d'un monde et des fois, quand on regarde la médiatisation, on peut ouvrir un journal belge, on peut ouvrir un journal français, un journal espagnol. On ouvre la page basket et c'est full. Excuse-moi Eric, on a tous cité Didier Mbenga dans notre top 3. Sans se concerter. Il y a eu un petit encart. Il est quand même dans le top 10. Il y a eu un petit encart dans certains journaux. Non, je crois qu'on a parlé. Didier a été reçu sur les plateaux, c'est pas tellement ça. Moi, je me souviens d'une conversation qu'on avait avec Didier au mois de février à Dallas, où il se plaignait justement de ça. Il ne se compare pas à un Pogazol, loin de là, parce qu'il est quand même lucide. Il sait qui il est. Mais il disait, les Espagnols ont des joueurs, on les valorise. Les Argentins ont des joueurs, on les valorise. Didier, il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui ne savent pas qu'il est belge. C'est clair. Alors qu'il y avait moyen pour la Belgique basket et pour la Belgique tout court, il parlait même de chocolat, de profiter peut-être de cette présence de quelqu'un qui a envie de rendre quelque chose à son pays d'adoption et de profiter de sa petite célébrité qui à l'échelle NBA est petite mais qui à notre échelle à nous est immense. Sa notoriété, de profiter de ça pour aller mettre quelques petits ingrédients. Et lui, il n'a rien vu venir. Les seules opportunités qu'il a eues, c'est soit des Français, des francophones de LA, qui parfois profitaient, il faut le dire clairement, un peu de lui, ou soit des Américains. Mais c'est la mentalité belge, point. Mais c'est ça. Prenons l'exemple, parce que parfois on parle de Benga, et c'est vrai qu'alors les gens disent oui, il joue pas. Ok, alors moi j'ai le meilleur exemple. Axel Hervel. Il signe au Real, c'est du jour au lendemain, tout le monde est sur Axel Merveille. C'est Axel ci, Axel ça, Axel ci, Axel ça. Wow! Maintenant Axel... Il est à Bilbao. Il est à Bilbao. Ben voilà. Moi, tous les lundis, j'avais un truc. Je me disais, Axel ci, Axel ça. Maintenant, Axel, il est à Bilbao. Ouais. Il est à Bilbao. Ok. Et donc, c'est là que je dis, maintenant, je fais un appel à tout le monde. Je fais un appel aux médias. Je fais un appel aux fans de basket. Aux joueurs aussi. Descendez dans la rue ce soir. Non, demain. Parce que bon, je crois que c'est aussi un petit peu les joueurs. Les joueurs aussi doivent pouvoir présenter aussi autre chose. Et pas quand on leur pose des questions, c'est de oui, on a gagné parce que le coach m'a dit que je devais bien... Arrêtez. Ok, mais tout ça pour dire, je crois qu'il y a réellement ici, il y a un état d'esprit qu'il faut pouvoir changer. Parce que le basket belge grandit. Et il grandit à vue d'œil. On regarde nos infrastructures, on regarde nos joueurs, on regarde nos jeunes, on regarde le basket féminin. Maintenant, il faut faire quelque chose avec ça. Je crois qu'il y a du potentiel en Belgique, en jeunes, que ce soit aussi bien garçons que filles. Moi, je coach une équipe avec quelques jeunes. Et là-dedans, il y a du potentiel. Mais bon, le problème, c'est on n'est pas assez chauvin. On ne donne pas la chance à ces jeunes, que ce soit peut-être féminin, peut-être plus, parce que la division 1 féminine joue sans américaine, ou très peu. La division 1 masculine, malheureusement, il y a des potentiels. Je parle à Jarotevic, et on a encore des autres, mais ils vont jouer 2-3 minutes quand le match est fini, ou qui sont plus 20 points ou moins 20 points. Ouais. Et il y a du potentiel, et c'est pour ça que des fois, cette N2, c'est une rampe de lancement, et je crois qu'on va éviter de parler de la D-League, parce que là, je crois que c'est une catastrophe. On s'est déjà fait tirer dessus. Les enfants, je pense qu'il est temps de conclure, parce que, encore une fois, par rapport à ces 15 minutes... 2010, reste avec nous. Non, mais c'est ça. Lâchez-leur leur basket. C'est un peu ça le message. Aux basketteurs belges, à toute la Belgique basket, que chacun essaye de contribuer d'une façon ou d'une autre à essayer de valoriser ce basket, parce que le seul point commun entre les divergences d'opinion et les situations, c'est que tout le monde aime ce sport-là. C'est clair. And we love this game. Nous aimons ce jeu. Comment on dit?
En néerlandais. We houden van deze sport. Ik houd van deze sport. Ik houd van deze sport. Et ça, c'est notre mot de fin. Est-ce que vous êtes d'accord? J'adore ce sport comme j'adore la chemise de Ben. Allez, à la prochaine. Ben, ce sera en 2011, un prochain podcast Sideline Basket. Merci d'avoir été avec nous. Et bon anniversaire à Pablo Vandenbergen. Et bonne année à tous surtout. Bonne année, à ciao. Pablo aussi. Ciao.